chers élèves. Toujours dans le thème de la reproduction chez les êtres vivants, après avoir étudié la reproduction chez les animaux et chez les végétaux, aujourd'hui on va aborder le sujet de la reproduction chez l'homme. Et voilà, enfin c'est ce qui vous intéresse. Comme vous le savez, la reproduction chez l'homme est une reproduction sexuée, c'est-à-dire qui requiert un mâle et une femelle adulte qui produisent les gamètes. Elle passe par plusieurs étapes: fécondation, embryon, fœtus et bébé. Dans ce chapitre, on va essayer de répondre sur les questions suivantes. Quelles sont les manifestations de la puberté? Quelle est la structure de l'appareil génital mâle? Quelle est la structure de l'appareil génital femelle? Où et comment se forment les gamètes chez le mâle et la femelle? Comment se déroule l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus? Comment se réalise la fécondation? Quelles sont les principales phases du développement embryonnaire et fœtal? Et finalement, comment se déroule l'accouchement? Commençons alors. L'adolescence. C'est une période de la vie de l'homme qui consiste au passage de l'enfance à l'âge adulte. Cette période transitoire de la vie de l'homme est caractérisée par un ensemble de changements physiques qui caractérisent ce que l'on appelle la puberté. Dans un premier temps, nous allons découvrir les différentes manifestations de la puberté. Comme vous le voyez sur ce tableau, il y a des changements communs entre le garçon et la fille, à savoir l'augmentation des organes génitaux, l'apparition des poils pubiens et des aisselles. De plus, il y a d'autres changements qui sont propres à chacun des deux sexes. Par exemple, chez le garçon, changement de voix, développement des muscles, première éjaculation du sperme. Tandis que chez la fille, début de développement des seins et élargissement du bassin, et l'apparition des premières règles. On appelle les manifestations qui caractérisent les organes génitaux caractère sexuel primaire, tandis que les autres manifestations qui se passent au niveau des autres organes, caractère sexuel secondaire. Alors, tous ces caractères représentent un signe qui veut dire que la fille ou le garçon est devenu enfin capable de se reproduire et que leurs organes reproducteurs sont devenus fonctionnels. La question qui se pose maintenant c'est: quelle est la structure des organes reproducteurs mâles et femelles? Avant de répondre sur cette question, on va récapituler. Alors, la puberté est une période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte et se manifeste par des changements chez le garçon et chez la fille qui deviennent par conséquent capables de se reproduire. Découvrons maintenant la structure de l'appareil génital mâle. Nous avons ce schéma qui représente l'appareil génital mâle vu de profil. L'appareil génital mâle est composé de testicules, épididyme, canal déférent, vésicule séminale, prostate, glande de Cooper, urètre, orifice urogénital. Ces organes que je viens de citer sont des organes génitaux internes parce qu'ils n'apparaissent pas de l'extérieur. On ajoute à ces organes internes le pénis et le scrotum, ou bien les bourses, ce sont des organes génitaux externes. Passons maintenant pour découvrir la structure et le rôle des testicules. L'épididyme. C'est un repli se déposant sur le testicule. Ce dernier est rempli d'un grand nombre de tubes séminifères. L'ensemble de ces derniers se rassemble pour former un tube collecteur, s'appelle spermiducte. Voyons de près les tubes séminifères. C'est un grossissement 15 fois. Afin de découvrir le rôle des testicules, on propose les expériences citées sur le tableau suivant. La première expérience. Ablation des testicules, ça veut dire prélèvement total des testicules chez une souris adulte. Les résultats: stérilité, hypotrophie des organes reproducteurs, les caractères sexuels secondaires régressent, absence d'instinct sexuel. Notez bien que la stérilité ici veut dire l'absence des gamètes. L'hypotrophie des organes reproducteurs, c'est-à-dire que les organes reproducteurs deviennent plus petits. La deuxième expérience,
On injecte à cette même souris des extraits de testicules ou on greffe un morceau de testicule dans une autre partie du corps. Les résultats, stérilité, les organes reproducteurs reprennent leur fonction, les caractères sexuels réapparaissent, l'instinct sexuel réapparaît à nouveau. Après cette analyse, vous pouvez conclure le rôle des testicules. Mettez une pause et écrivez vos conclusions. Bon, ce que vous devriez conclure ne serait autre que cette conclusion. Le rôle des testicules est, premièrement, la production des gamètes mâles, qui s'appelle bien entendu les spermatozoïdes. Deuxièmement, le développement des organes reproducteurs. Troisièmement, l'apparition des caractères sexuels secondaires. La production des spermatozoïdes, dite spermatogenèse, a lieu dans les tubes séminifères, comme le montre cette coupe transversale. Observons cette animation qui montre les étapes de la spermatogenèse. Passons maintenant à l'appareil génital femelle. Ce schéma représente une vue de profil de l'appareil génital femelle, qui se compose des organes suivants. Numéro 1, pavillon. 2, ovaire. 3, oviducte. 4, utérus. 5, col de l'utérus. 6, vagin. 7, orifice vaginal ou génital. Voyons maintenant l'appareil génital femelle de face. 1. Muscle utérin. 2. Utérus. 3. Cavité utérine. 4. Oviducte, ou bien on l'appelle aussi canal de Fallope. 5. Pavillon. 6. Ovaire. 7. Col de l'utérus. 8. Vagin. Découvrons maintenant la structure et le rôle des ovaires. Un grossissement au niveau de l'ovaire montre que ce dernier est composé d'un ensemble de follicules, comme vous le voyez ici. Maintenant, pour découvrir le rôle des ovaires, on va proposer ces expériences. En fait, ce sont des expériences similaires à celles que nous venons de voir chez l'homme. Alors procédez de la même façon et essayez de conclure le rôle des ovaires. Bien évidemment, le rôle des ovaires est premièrement la production des gamètes femelles, ça veut dire les ovules, le développement des organes reproducteurs et l'apparition des caractères sexuels secondaires. Voyez cette observation microscopique d'une coupe longitudinale de l'ovaire, qui montre un ovule contenu dans un follicule. Du coup, nous avons observé le lieu de la production des gamètes. En ce qui concerne le développement des organes reproducteurs et l'apparition des caractères sexuels secondaires, on note que les gonades sexuelles, c'est-à-dire les testicules et les ovaires, sécrètent des substances chimiques, s'appellent hormones, dans le sang, qui agissent sur les organes génitaux, ce qui déclenche leur développement, ainsi que d'autres organes engendrent l'apparition des caractères sexuels secondaires. Les testicules sécrètent une seule hormone, qui s'appelle la testostérone, tandis que les ovaires sécrètent deux hormones, l'œstrogène et la progestérone. Maintenant, on va découvrir l'activité cyclique de l'utérus et de l'ovaire chez la femme.
À la différence des testicules chez le mâle, qui commence à produire les spermatozoïdes depuis la puberté jusqu'à sa mort, d'une manière continue, les ovaires chez la femme commencent à produire les ovules depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Environ les 50 ans, c'est l'âge où la femme devient incapable de produire les ovules. Durant cette période, deux événements périodiques caractérisent l'appareil reproducteur de la femme, les règles et l'ovulation. Alors, quelle est l'origine des règles et comment se traduit l'activité cyclique de l'utérus et de l'ovaire? Commençons par le cycle de l'ovaire. L'ovaire a une activité cyclique qui se divise en deux phases. La première, la phase folliculaire, qui se caractérise par le développement des follicules pour arriver à maturité. La deuxième phase, la phase lutéinique, qui se caractérise par l'apparition et l'évolution du corps jaune. Ces deux phases sont séparées par l'ovulation. C'est la libération de l'ovule par le follicule mature qui se produit souvent au 14e jour du cycle. Ce dessin montre de près ce qui se passe au niveau de l'ovaire durant le cycle ovarien. Alors, vous voyez ici la phase folliculaire durant laquelle on assiste à un développement de follicules jusqu'à sa maturation, puis l'ovulation après la phase lutéinique qui se caractérise par l'apparition et l'évolution du corps jaune, comme vous voyez, jusqu'à la fin du cycle. Voyons maintenant au niveau de l'utérus qui a également une activité cyclique qui se traduit par un changement au niveau de sa muqueuse. En fait, cette muqueuse augmente périodiquement et s'enrichit en vaisseaux sanguins. Il y a deux cas possibles à ce moment-là. Le premier, en cas de fécondation de l'ovule. Dans ce cas, la muqueuse utérine s'épaissit davantage et atteint son maximum. Les glandes en tube deviennent plus longues et plus sinueuses. Toutes ces modifications préparent les conditions favorables pour l'anidation et le développement du futur embryon. Le deuxième, en absence de fécondation. Alors la partie supérieure de la muqueuse utérine se fragmente et les menstruations, c'est-à-dire les règles, auront lieu. Il faut noter que le cycle ovarien et le cycle utérin sont synchrones, c'est-à-dire qu'ils se déroulent en même temps. Du coup, on suppose qu'il y a une relation entre l'ovaire et l'utérus. Pour vérifier cette hypothèse, on va faire les expériences suivantes. Tout d'abord, on prend une souris témoin et on remarque qu'il y a un développement normal et cyclique de la muqueuse utérine. Ensuite, on prend une deuxième souris et on va enlever les deux ovaires. Et on remarque qu'il n'y a pas de développement de la muqueuse utérine. Alors, que concluez-vous jusqu'au moment? Bien évidemment, les ovaires sont responsables du développement de la muqueuse utérine. Pour découvrir comment, on va enlever les deux ovaires puis on injecte les hormones produites par l'ovaire. Et on remarque qu'il y a développement normal et cyclique de la muqueuse utérine. Donc on conclut que le développement de la muqueuse utérine est sous l'effet des hormones produites par l'ovaire, c'est-à-dire la progestérone et les oestrogènes. Par conséquent, l'activité cyclique de l'utérus est contrôlée par l'activité ovarienne sous l'action de ces deux hormones sexuelles. C'est ce que explique ce schéma. Pendant la phase folliculaire, le follicule sécrète les oestrogènes qui agissent sur la muqueuse utérine, qui augmente de volume au fur et à mesure arrivant jusqu'à le jour de l'ovulation. Le reste du follicule se transforme à un corps jaune qui sécrète la progestérone, qui agit sur la muqueuse qui se développe davantage et s'enrichit de vaisseaux sanguins de sorte qu'il serait capable de recueillir un embryon. Et s'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune régresse et le taux de la progestérone diminue. Du coup, il y a destruction de cette muqueuse donnant naissance à la menstruation. Et voilà, un autre cycle se poursuit. Alors, le cycle ovarien et utérin constitue ce qu'on appelle le cycle sexuel chez la femme, qui commence par la menstruation, se poursuit par la phase folliculaire, durant laquelle le follicule se développe jusqu'à sa maturation. En même temps, la muqueuse de l'utérus se développe sous l'action des oestrogènes sécrétés par le follicule. Après l'ovulation, le follicule se transforme à un corps jaune qui sécrète la progestérone, agissant sur la muqueuse utérine qui se développe davantage jusqu'à la fin du cycle sexuel. Et en cas d'absence de fécondation, les règles du nouveau cycle réapparaissent. Comme nous avons cité à la situation de départ, la reproduction chez l'homme est une reproduction sexuée. C'est-à-dire bien sûr qu'il y a l'intervention des gamètes mâles et femelles. Certainement vous savez bien de quoi on va parler. Eh oui, c'est la fécondation. Alors, tout commence par là, lorsque les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin et se déplacent grâce à leur flagelle en traversant un long chemin.
du col de l'utérus, en passant par la fameuse cavité utérine. Arrivant au tiers supérieur de la trompe, et c'est la rencontre miraculeuse. Les spermatozoïdes ayant réussi à rejoindre l'ovule entourent ce dernier afin de participer à la fécondation. Mais enfin un seul qui va réussir à franchir la barrière externe de l'ovule pour que la fécondation ait lieu. À ce moment-là, l'ovule dresse une barrière externe afin d'empêcher les autres spermatozoïdes de pénétrer. Si vous vous rappelez, c'est ce qu'on a appelé la membrane de fécondation. Alors, le seul spermatozoïde sélectionné parmi les millions de spermatozoïdes qui ont participé perd son flagelle. Puis il libère son noyau qui va fusionner avec le noyau de l'ovule. Et comme toujours, la fécondation aboutit enfin à la formation d'une cellule œuf. En se divisant à plusieurs cellules, la cellule œuf se transforme à un embryon, tout en migrant vers l'utérus. En se servant des mouvements miraculeux des cils de la trompe, l'embryon arrive enfin à son fatal séjour, la muqueuse utérine. C'est le 6e jour après la fécondation. L'embryon sort de sa coque et s'implante dans la paroi de l'utérus. C'est ce qu'on appelle la nidation. D'ici 2 mois, on parle du stade embryonnaire. Au début du 3e mois, les organes commencent à se différencier et on parle ici de fœtus. Alors, on récapitule. Tout d'abord, dépôt des spermatozoïdes dans le vagin lors d'un rapport sexuel. Ensuite, migration des spermatozoïdes vers les trompes en traversant l'utérus. Après, rencontre des spermatozoïdes avec l'ovule, d'où la fécondation. Puis, division de l'œuf pour former un embryon et sa migration vers la cavité de l'utérus. Et finalement, l'implantation de l'embryon dans la cavité utérine. Autrement dit, la nidation. La grossesse peut être marquée par plusieurs signes chez la femme. L'absence des menstruations, sensation de fatigue, nausées et vomissements. Elle dure généralement 9 mois et se couronne par l'accouchement. Alors, quelles sont les étapes de la grossesse et de l'accouchement et quelle est l'importance de l'allaitement? Voilà, commençons par les étapes de la grossesse. Durant la grossesse, la croissance du fœtus se déroule en 2 étapes. Premièrement, l'étape embryonnaire, pendant laquelle l'embryon poursuit son développement pour former les organes. Elle dure 2 mois. Deuxièmement, l'étape fœtale, pendant laquelle les organes du fœtus se développent et deviennent facilement identifiables. Elle dure généralement 7 mois. Durant ces 2 étapes, l'embryon puis le fœtus se développent dans une poche remplie d'un liquide qui le protège, s'appelle liquide amniotique. Et il est lié à la paroi de l'utérus par le cordon ombilical et le placenta. Vous observez ici un schéma qui représente la structure du placenta. En fait, le placenta est un disque de 20 cm de diamètre et de 3 cm d'épaisseur. Il s'agit d'une structure richement vascularisée représentant une zone d'échange entre le fœtus et sa mère. Je m'explique. Nous avons à droite le sang maternel, à gauche le sang du fœtus. Entre les deux, on a le placenta. Le fœtus, comme tous les êtres vivants, a besoin de se nourrir et de respirer. C'est pour ça les nutriments et l'oxygène passent du sang maternel vers le sang fœtal en passant obligatoirement par le placenta. En revanche, le fœtus se débarrasse des déchets et du dioxyde de carbone qui passent vers le sang maternel en traversant également le placenta. Il faut noter que le placenta ne laisse pas passer les éléments nocifs et toxiques vers le sang du fœtus, ce qui le rend un véritable filtre très sophistiqué.
Alors, après la grossesse, on va parler de l'accouchement. Entre le 7e et le 8e mois, le fœtus se positionne pour l'accouchement. Le plus souvent, la tête en bas. L'accouchement survient généralement à la fin du 9e mois de grossesse. Le fœtus baigne dans le liquide amniotique est attaché au placenta par le cordon ombilical. Dans un premier temps, les contractions du muscle de la paroi utérine vont préparer le col de l'utérus à la naissance. C'est le début du travail qui dure entre 8 et 12 heures. Sous l'effet de ces contractions brèves et espacées, au moins toutes les 10 minutes, le col de l'utérus commence à se dilater et s'ouvre progressivement, de l'ordre de 1 cm par heure. C'est généralement durant cette période que se produit la perte des os. Puis les contractions vont se rapprocher, une toutes les 2 minutes, et deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus régulières. Maintenant, le col de l'utérus est ouvert. Le fœtus est bien engagé dans le bassin. La seconde étape du travail, qui dure environ 30 minutes, va permettre de pousser pour expulser le bébé. En fait, le passage de la tête est le plus difficile. Mais ensuite, le corps du bébé viendra tout seul sans avoir besoin de pousser. Et voilà, le bébé est né. La sage-femme ou bien le papa pourra alors couper le cordon ombilical. Même si vous pensez que tout est fini, l'accouchement n'est pas terminé. Il reste l'expulsion du placenta. C'est ce qu'on appelle la délivrance. C'est un phénomène qui se produit généralement de manière naturelle, sans beaucoup d'efforts de la part de la mère. On récapitule, on distingue de ce fait 3 stades dans l'accouchement: la dilatation du col de l'utérus, l'expulsion et la délivrance. Et voilà mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris votre propre histoire. Maintenant, vous savez bien qu'après l'accouchement, la nutrition du bébé se fait bien évidemment par l'allaitement qui peut être naturel ou bien artificiel. Bien que le lait artificiel puisse contenir des quantités importantes de nutriments, mais le lait maternel reste le meilleur pour le bébé, tout simplement parce qu'il assure les besoins nutritionnels pour le bébé comme il le faut, ainsi que sa richesse en anticorps et en vitamines indispensables pour la bonne santé du bébé.